Minute file. Bonjour à tous. Je me présente Fabien Gélina, votre modérateur à cet atelier numéro 2 sur le développement des règlements en ligne des litiges, envisagés sous l'angle des politiques publiques. Alors, le règlement en ligne des litiges a déjà perdu sa première jeunesse, pourrait-on dire. It goes back several decades and yet seems to... En fait, cela fait plusieurs décennies déjà, et pourtant, sans pour autant avoir trouvé son identité, si j'ose dire. D'une question de définition, on retrouve en effet des définitions très étroites dans certains contextes et beaucoup plus larges dans d'autres contextes, notamment le contexte européen. Alors, je reviens à l'anglais, je vais essayer de ne pas trop changer de langue trop souvent. Alors, de manière plus fondamentale, on constate qu'il y a des tensions dans le domaine du règlement en ligne des litiges. Tout d'abord, entre le domaine privé et public, en matière d'initiative, mais aussi de financement, ou de transparence. Ensuite, on voit qu'il y a des tensions entre le judiciaire et l'extra-judiciaire en termes de sites, de déploiement, et aussi au sein de l'enceinte du tribunal, mais aussi dans le non-judiciaire. On trouve aussi des mécanismes de règlement des litiges en ligne. Ensuite, il y a l'adjudicatif, mais aussi les alternatives en tant que mode de règlement des litiges. L'idée d'avoir une décision qui soit contraignante et exécutable ou un règlement amiable. Et puis, quatrième tension entre l'efficacité et les droits de la procédure. Tout cela dans notre poursuite de l'accès à la justice, pour lequel nous nous battons, nous cherchons à avoir des définitions qui soient les plus précises possibles. Et finalement, cinquièmement, le développement à grande vitesse de l'intelligence artificielle et en particulier générative. Tension ici entre la réglementation et l'auto-réglementation, comme on en a parlé précédemment ce matin. Un panel on ne peut plus mieux à même de nous éclairer sur ces tensions qui se dégagent d'une très longue expérience avec Vincent Calipel du laboratoire de cyberjustice de Montréal, Orna Rabinovich-Inai, Université de Haïfa, et Marek Zwizinski, qui est professeur à l'université cardinal Stefan Wyszynski à Varsovie. Alors, 3 présentations d'abord qui nous laisseront le temps nécessaire pour la discussion après les 3 présentations. Alors, je me tourne d'abord vers Vincent Calipel. Je me tourne d'abord, vers Valentin Calipel. Je vous renvoie aux biographies que vous trouverez dans les documents qui vous ont été distribués. Vincent Calipel, vous êtes chef de mission au laboratoire de cyberjustice de Montréal et vous justifiez d'une expérience de plus de 10 ans à la fine pointe des initiatives de transformation de la justice par la technologie. La parole est à vous. Vous allez nous parler, je crois, du développement public du règlement en ligne des différends en Amérique du Nord avec une emphase mise sur le Canada. Bonjour à tous, je m'exprimerai en français pour l'instant. Je vous remercie de nous recevoir et de me recevoir dans cette conférence et je suis très heureux de partager ce panel avec les participants si présents. Donc ici, il s'agit de vous présenter un certain nombre de travaux qui ont été conduits à la fois dans une dimension de recherche au Canada, mais également de voir comment ces travaux
se sont essaimés au Canada et d'essayer de vous présenter le Canada comme étant un modèle particulier dans ce qu'on va appeler le développement du règlement en ligne des conflits, the Online Dispute Resolution, que je vais appeler ici ODR pour les besoins de cette présentation. Donc en rappelant dans un premier temps l'essor de l'ODR au Canada, de vous présenter le modèle qui s'est tranquillement installé et qui s'est défini au Canada et qui relève un peu d'un modèle qu'on pourrait retrouver plus globalement en Amérique du Nord avec plusieurs cas similaires aux États-Unis. Et je vous présenterai un certain nombre d'initiatives chiffrées qui vous permettront de vous projeter dans le fonctionnement et les effets de ce type de procédure. Puis finalement, j'aimerais soulever avec vous plusieurs questions qui restent en suspens, d'interrogation par rapport à l'avenir ou l'impact que peut avoir le règlement en ligne des conflits et qui pourrait faire l'objet de discussions prolongées avec les membres de ce panel. Donc premier élément, simplement rappeler un tout petit peu une mise en contexte, puisque j'ai la chance d'intervenir en premier, et de rappeler quel est le problème, à quoi est-ce que le développement du règlement en ligne des conflits tente de répondre. Eh bien, c'est la problématique de l'accès à la justice, qui a été rappelée par Fabien juste avant moi, et que je positionnerai ici davantage dans le contexte de l'Amérique du Nord, avec déjà un type ou une typologie de conflit qui est plus particulièrement amené à être traité par le règlement en ligne des conflits, eh bien c'est ce qu'on appelle les conflits de faible ou moyenne intensité, qui peuvent se caractériser par le fait d'être soit non complexes en droit, en tout cas ne pas soulever des problématiques juridiques que l'on va par exemple qualifier de constitutionnelles, qui généralement sont en volume élevé ou de faible montant, et qui, dans un certain nombre de types de conflits, qui pourraient être qualifiés de faible ou moyenne intensité, donc comme les conflits de petites créances, ou condominium, par exemple, la copropriété au Canada, eh bien, ce sont des conflits où, en matière d'accès à la justice, on retrouvera des retards judiciaires, souvent des petites sommes d'argent. Le recours en justice est utilisé souvent comme prétexte pour résoudre des problèmes qui sont davantage relationnels. Et j'en passe. Pour le droit de la consommation, très souvent, ce sont des contextes dans lesquels on va retrouver une asymétrie informationnelle ou en tout cas un déséquilibre de pouvoir entre les parties et les justiciables qui ne connaissent pas forcément leurs droits ou ne peuvent difficilement bénéficier d'une protection juridique. Et enfin, on retrouve également ce type de conflit dans ce qu'on va appeler les conflits de micro, petite ou moyenne entreprise, qui là encore ne sont pas toujours en situation d'être représentés en cours. En quoi l'ODR peut-il être une solution? Et ici, j'irai rapidement sur quelques définitions. Eh bien, l'ODR favorise l'intégration des technologies de l'information et de la communication à la prévention, à la gestion et au règlement des différends. Et il s'agit principalement, eh bien, d'offrir des mécanismes. S'agit-il de nouveaux modèles processuels, comme les annonçait ce matin le professeur Vermès, qui soient plus simples, rapides, souples et sécuritaires, afin d'assister physiquement à une réunion, sans nécessairement avoir besoin d'assister physiquement à une audience. Et ici, il faut retenir que, selon notre définition, les ODR capitalisent donc sur les modes alternatifs de règlement des conflits, mais également l'ajout d'un intermédiaire basé sur la technologie, tout en sachant qu'ici, on ne parlera pas nécessairement d'alternativité au processus judiciaire classique, mais qu'il peut y avoir un enchevêtrement et parfois même un continuum entre les procédures dites alternatives et procédures judiciaires. Quelques dates importantes qui situent la trajectoire du Canada en matière de modernisation de l'utilisation de l'ODR. Et encore une fois, je tenterai d'être bref ici. La première expérimentation internationale d'utilisation de plateformes en ligne pour essayer de résoudre des conflits fut le cybertribunal qui modélisait les procédures d'arbitrage. Donc en 98
par l'équipe du professeur Ben Yeklev et d'autres chercheurs américains notamment. Et ensuite, une série de dates qui impriment, vous le verrez, une certaine direction. La première étant la création du laboratoire de cyberjustice avec notamment Fabien Gélina et Karim Ben Yeklev. Et cette idée était intéressante puisque le laboratoire est le fruit de travaux conduits en matière de résolution en ligne des conflits, travaux qui, à un moment donné, ont permis de mettre en lumière le potentiel des outils sur Internet pour résoudre un grand nombre de conflits. Et l'idée était de savoir, peut-on réutiliser ce que l'on a appris sur le médium technologique de l'Internet pour favoriser le règlement des conflits devant les tribunaux traditionnels. Et deux projets sont à citer. Le projet vers une cyberjustice, dont le groupe de travail 3, donc ce projet de recherche, visait à étudier l'émergence de nouveaux modèles processuels capables de tirer parti de la technologie et d'une réimagination des procédures en utilisant notamment les procédures amiables. Et c'est là que la première plateforme de règlement en ligne pour les conflits de petites créances a été conceptualisée, plateforme Parle. Et ensuite, deux faits notables, le fait que les premières juridictions internationales, dans le monde à avoir, intégré directement des procédures d'ODR en tant que telles sont deux tribunaux canadiens. Donc le premier tribunal, c'est le Civil Resolution Tribunal, dont je vous parlerai bientôt, et le Condominium Authority Tribunal, qui, pour le premier, traite de conflits de copropriété, mais plus tard de conflits de petites créances, jusqu'à traiter de conflits liés à des problèmes liés aux accidents de la route, notamment, et enfin, copropriété dans le cadre des condos. Et cinquième élément qui me semblait pertinent de noter ici, il y a une certaine tolérance, ou en tout cas voire un attrait pour l'innovation dans les juridictions canadiennes, puisque le JusticeBot, qui vous sera présenté notamment par Hannes Westermann plus tard, est un outil d'aide à la décision optimisé ou augmenté par l'intelligence artificielle et qui est aujourd'hui utilisé par le tribunal administratif du logement du Québec. Alors, j'aimerais rentrer dans un certain nombre d'éléments qui, encore une fois, positionnent le modèle canadien. Donc, ce sont des initiatives qui ont été élaborées pour favoriser l'accès à la justice, avec une vision particulière de service public, en réunissant au sein de partenariats le gouvernement, les universités et les tribunaux. Et ici, vous voyez d'un océan à l'autre certaines initiatives, donc le Civil Resolution à votre gauche, et jusqu'à droite, un projet en Nova Scotia qui s'adresse aux droits de la famille, et qui est donc une plateforme de résolution en ligne des conflits en droit de la famille. Alors, j'aimerais rentrer sur 4 exemples. Donc le Civil Resolution Tribunal, ce qui est notable, c'est que c'est un tribunal administratif qui est institué par une loi, et qui intègre totalement cette logique de la résolution en ligne des conflits avec un processus qui est le suivant, un parcours juridique guidé, c'est-à-dire on informe le citoyen sur ses droits et on l'éclaire en fait sur ses capacités de déposer un dossier dans le cadre de ce tribunal qui traite de conflits, comme je vous l'ai dit, de petites créances, accidents et gestion des sociétés coopératives. Et ensuite, vous avez une première étape de négociation bipartite, confidentielle, une troisième étape de médiation qui, si elle ne donne pas lieu à un accord entre les parties, se terminera par une décision qui sera prise par le tribunal. Et ici, vous voyez la logique d'entonnoir qui est caractéristique de l'ODR, c'est-à-dire que de 30 000 demandes qui sont formulées dans le parcours juridique guidé, donc de citoyens qui veulent évaluer leurs droits, on s'aperçoit qu'il n'y a que 1259 décisions à l'issue du processus, ce qui fait qu'il y a un taux de règlement amiable, donc avant décision, de 47%, ce qui est relativement élevé par rapport à ce que l'on peut connaître traditionnellement devant ce type de juridiction, en tout cas au Canada, avec un taux de satisfaction qui va être notamment de 91% vis-à-vis de la qualité du personnel. Autre projet tout à fait similaire en termes de technologie et de procédure, c'est ce projet du Condominium Authority Tribunal en Ontario, qui là encore reproduit cette logique
et qui a la particularité d'avoir été lui aussi institué par une loi, mais de ne pas avoir de lieu physique de mise en œuvre. C'est-à-dire que le Condominium Authority Tribunal n'existe que en substance dans une plateforme en ligne, et quand ponctuellement il est nécessaire de tenir l'office de justice dans un lieu, le tribunal va louer une salle. Et ici encore, on retrouve donc cette logique de 66 000 personnes en 2022 qui ont cherché de l'information sur comment fonctionne, quels sont leurs droits en matière de copropriété en Ontario. Ça représente 2 millions de personnes tout de même, et qui ont des condominiums. Et finalement, avec une logique, encore une fois, d'entonnoir pour essayer de réduire, de résoudre le plus tôt possible et le plus rapidement des conflits, avec un taux de règlement de 65%. Enfin, troisième projet qui me semblait intéressant ici, c'est un projet en droit de la consommation au Québec qui a deux particularités importantes. C'est de mettre en place une procédure de négociation et de médiation pour tous les conflits de consommation au Québec, et on pourra revenir dessus dans le cadre des discussions, mais avec ici un taux de règlement très élevé de 84%, c'est-à-dire que dans à peu près 60% des cas, les conflits sont résolus au stade de la négociation, puis le 24% restant ou le 23% restant est réglé au stade de la médiation. Donnée intéressante, vous avez un taux de satisfaction des usagers qui est de 90%, c'est-à-dire que même les personnes qui n'ont pas réussi à résoudre leurs conflits par le biais de cette plateforme ont eu l'impression d'avoir été entendues, d'avoir day in court, en un sens. Et ici, un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, et qui est le fruit de recherches conduites notamment par Jean-François Roberge dans le cadre de travaux avec le laboratoire, sur l'évaluation du sentiment d'accès à la justice, the Sense of Access to Justice Index, qui évalue dans le cadre du projet avec l'Office de la protection du consommateur le sentiment d'accès à la justice. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'un des rares éléments dont on dispose pour évaluer de la qualité de la justice, c'est le ressenti du justiciable. Comment est-ce que le justiciable appréhende cette expérience en termes d'équité, d'efficience. Et, point notable, on notera qu'il y a un sentiment d'équité et d'accès à la justice plus élevé pour le citoyen en phase de négociation plutôt qu'en phase de médiation. Bon, la différence est ténue, on parle d'un passage de 80 à 76 sur ce graphique, mais qui nous interpelle puisque pendant longtemps, l'inquiétude de l'absence d'intervention d'un professionnel dans le processus de résolution de conflits était de nature à inquiéter sur comment est-ce que le justiciable percevrait cette expérience de justice. Dernier point sur les exemples que je voulais citer, c'est ce projet qui vient d'être lancé en Saskatchewan et qui va traiter de la possibilité d'utiliser l'ODR en matière contraventionnelle, donc la possibilité pour ce qu'on va appeler les infractions au code de la sécurité routière, d'utiliser ce même principe, information, négociation, médiation, décision, avec ici une réinvention de la négociation qui va s'appeler de Early Resolution Discussion, qui est donc un échange entre le défendeur et la couronne, c'est comme ça qu'on l'appelle au Canada, donc le parquet en France par exemple, et qui est vraiment une possibilité, après avoir été informé par ses droits, de définir si il est possible ou pas de transiger sur des délais de paiement, éventuellement un plaidé coupable, le tout étant encadré dans le cadre de la plateforme gouvernementale. Alors, très rapidement, qu'est-ce que l'on apprend du modèle canadien? C'est que une grande variété de conflits peuvent y être traités. Donc, non seulement la consommation, mais on verra ce modèle public de l'ODR, finalement, se révèle relativement adapté pour une grande variété de conflits qui vont donc même à une certaine intensité, puisque le droit de la famille ou le droit du travail font aujourd'hui l'objet de procédures nouvelles de résolution. Et là, j'en aurais fini maintenant. On retient ici l'arc de résolution qui est un continuum. Et peut-être deux points importants, c'est qu'on a vu
que les plateformes privées n'ont pas réussi à trouver un modèle pour l'accès à la justice, en tout cas n'ont pas trouvé un modèle pérenne pour financer ce type d'activité. Et finalement, ce que l'on voit, c'est la structuration d'une vraie trajectoire pour l'ODR public. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'est que l'on voit avec l'intégration du parcours juridique guidé une augmentation du périmètre d'intervention des cours qui ne se résume pas à simplement traiter et trancher des conflits, mais également à informer et donc intervenir plus tôt et plus rapidement dans les droits des citoyens et des usagers. Merci. Merci Valentin Calipel pour cet éclairage qui nous provient d'une expérience très très riche, d'une diversité d'initiatives que vous avez accompagnées de très près pour plusieurs d'entre elles et qui, je pense, nous éclaire sur plusieurs des tensions que j'ai évoquées au début de notre séance. We will now turn. Nous allons maintenant nous tourner à ma droite vers Orna Rabinovitch Eini, professeur de droit à l'université de Haïfa. Comme je l'ai dit au début, elle a travaillé dans le domaine de l'ODR depuis longtemps. Elle est encore toute jeune. Elle a commencé à travailler dans ce domaine. Voilà, elle était adolescente. Elle a de nombreuses publications dans ce domaine, donc concernant l'ODR et les procédures judiciaires plus globalement. Un livre qu'elle a écrit avec le professeur Ethan Katch, co-auteur, qui a fait œuvre de pionnier dans le domaine de l'ODR, et il a été le premier à avoir cette idée de régler toute une série de litiges en ligne. C'est l'essence même de l'ODR. Et on a publié un livre à ses côtés, Justice numérique, la technologie et l'Internet des différences ou des litiges, publié par Oxford University Press. Elle a également été lauréate d'un don du Conseil européen, l'accès à la justice procédurale, à la justice matérielle, le tiers en voie de disparition, donc à l'âge de l'automatisation et de la numérisation. Elle va nous parler du présent et de l'avenir. Ah, voilà, c'est très simple en fait. Comment est-ce que je peux faire défiler la présentation? Peut-être qu'on voit toute la présentation à l'écran. Non, c'est tout bon. C'est parfait. Mon professeur de français serait très fâché parce que je vais m'exprimer en anglais, mais je pense que ce sera plus productif. Je suis enchantée d'être parmi vous et je salue le travail remarquable effectué par le laboratoire de la cyberjustice. Je viens d'Israël, les temps sont durs, ce n'est pas un jour facile. Nous espérons que le cessez-le-feu va tenir. Nous attendons la libération d'otages. J'espère pouvoir être fidèle à moi-même, même si, voilà, je suis quand même un peu bouleversée. Merci beaucoup pour cet exposé, Valentin, qui nous a ouvert les yeux et qui ouvre la voie à ma présentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la situation actuelle de l'ODR public, peut-être devrions-nous d'abord évoquer la question de savoir ce qu'est l'ODR public. Nous nous sommes demandé qu'est-ce que l'IA. Et on se rend bien compte qu'il y a de nombreux avis. Peut-être faut-il aller encore plus loin et se demander qu'est-ce que l'ODR tout d'abord. Et les réponses varient selon les interlocuteurs et le moment auquel vous posez la question. Alors je vais vous présenter une définition que nous aurions proposée dans les années 90, je crois, lorsque on a d'abord utilisé l'ODR dans le contexte du commerce économique. On aurait dit un mécanisme privé, proposé en ligne, mais basé sur
du texte, équivalent à des procédures connues d'ADR, bien connues pour régler des litiges, mais qui s'appliquent à des litiges qui se produisent ou surviennent en ligne. Et ce qui est intéressant, notamment au sujet de cette définition, c'est qu'en fait, tous ces éléments ont été remis en cause au cours des 25 dernières années. Il n'est plus question de mécanismes purement privés, loin s'en faut. Comme Valentin l'a démontré, tout a changé. En fait, pour l'essentiel, tout cela s'inscrit dans le domaine public. Et on ne parle pas seulement de mécanismes qui utilisent du texte. Grâce dans le sillage de la Covid, il y a de nombreuses visioconférences, de nombreuses procédures hybrides qui ne sont pas l'équivalent des procédures traditionnelles, mais dont on réinvente la justice, comme on l'a dit, et on exploite la technologie pour envisager de nouvelles catégories de procédures, négociation automatisée, diagnostic, le crowdsourcing. Et il ne faut pas forcément opérer des choix. Tout cela peut s'inscrire dans le cadre d'une réinvention de l'itinéraire des parties, pas seulement pour régler des litiges, mais pour que les gens puissent se familiariser avec leurs droits à des fins diagnostiques, voire même pour prévenir les litiges. Bon, ça, c'est pour l'avenir. Nous n'avons pas encore exploré ce domaine. Et enfin, il ne s'agit pas seulement de disputes ou de litiges qui surviennent en ligne. Et en fait, les frontières entre ce qui est en ligne et hors ligne s'estompent. Et se sont estompées au cours des dernières décennies. C'est assez difficile de dire est-ce qu'un litige est survenu en ligne parce qu'on a toujours un téléphone ou un ordi sur nous, donc on est toujours entre ce qui est hors ligne et ce qui est en ligne. Donc le recours à la technologie pour traiter des litiges, pas seulement le règlement, mais d'autres aspects des litiges aussi. Et je crois que c'est important aussi de dire que notre objectif, c'est vraiment de réinventer la justice, notamment du point de vue de l'ODR dans le domaine public, mais pas seulement dans le domaine public, mais le modèle public peut peut-être jouer un rôle phare et ouvrir la voie pour que des magistrats à l'avenir se prononcent ou évaluent les mécanismes privés. Donc ça, c'est le contexte. Et maintenant, j'aimerais brièvement passer en revue les deux grandes phases de l'ODR public et aborder brièvement la troisième phase. Nous sommes à l'aune de la troisième phase. Alors, première phase, des procédures écrites asynchrones adoptées par des juridictions pionnières, dont le Canada au premier plan, adoptées à peu près aux alentours de 2005. Avant, nous étions à la fin des années 90 et là, on est plutôt dans les années 2015. Avant le Covid, et on a pu voir différents tribunaux, différentes juridictions dans le monde, et notamment en Amérique du Nord, qui ont adopté l'ODR. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne l'ont pas fait à des fins d'efficacité. Bon, on a toujours à l'esprit l'efficacité, l'arriéré, la surcharge, mais la principale motivation, c'était le souhait d'améliorer l'accès à la justice. Et j'insiste sur cet aspect parce qu'il est quand même important de voir comment ces différentes phases se sont produites. Et il faut garder cela à l'esprit puisqu'on est à l'orée de la troisième phase. Je vais vous montrer quelques diapositives qui illustrent un projet de recherche auquel j'ai participé, une plateforme qui s'appelle Matterhorn, utilisée dans différents tribunaux aux États-Unis, environ 150 que Catalyst vient d'acquérir, mais la recherche a été effectuée dans le cadre de Matterhorn, un projet de recherche conjoint aux côtés du professeur Prescott de Michigan et le professeur Mentovich de ma propre université. Le professeur Prescott avait d'ailleurs effectué une partie de la recherche avant que nous ne conjuguions nos efforts. Et donc nous avons étudié
des litiges en ligne concernant la circulation routière. Mais bon, un contexte quand même bien circonscrit, la circulation routière. Mais en fait, on souhaitait analyser différentes facettes, différentes dimensions de la justice. On pourrait délibérer pendant des semaines de ce que veut dire la justice aussi. Mais afin de mener cette recherche empirique, il fallait qu'on choisisse un paradigme, une matrice. Alors nous avons, certains en tout cas ont examiné l'efficacité, l'accès à la justice étant l'aspect primordial. Et puis on a examiné le caractère équitable de l'issue. Donc là c'est plutôt la justice matérielle. Et puis troisième aspect, la justice ou l'équité procédurale et la légitimité. Là il ne s'agit pas de visio, mais en fait de communication écrite, asynchrone. Les gens se trouvaient à domicile, peuvent communiquer quand ils le souhaitent. Ils ne sont pas confrontés à une figure imposante qui représente l'autorité dans un prétoire. Alors voilà des conclusions auxquelles était parvenu le professeur Prescott avant même cette étude. Et là, on pense notamment au lien entre l'efficacité et l'accès. Alors, sur ce graphique, la barre en bleu représente le temps de traitement nécessaire avant qu'on introduise Matterhorn, et en bleu clair, la durée ou le temps nécessaire pour traiter en ligne, et en gris, le temps nécessaire pour régler les litiges hors ligne à partir du moment où le tribunal a adopté l'ODR. Donc ce qu'on constate, c'est que les procédures en ligne sont plus rapides et plus efficaces, mais même les procédures hors ligne sont menées plus rapidement lorsque le juge a adopté des procédures en ligne, parce que le juge a plus de temps. Donc ce sont des études très intéressantes en ce qui concerne l'accès, qui utilise le système, à quelle heure, quel matériel est utilisé, parce que quand on parle d'accès, on parle souvent des plaignants, mais il faut penser aux défendeurs aussi. Et JJ a démontré que les jugements par contumace ont aussi diminué. Alors, donc on ne s'est pas intéressé à la justice matérielle de façon vraiment globale, mais on s'est intéressé à un phénomène, un problème épineux, difficile à résoudre, le problème des disparités du point de vue de l'issue ou des décisions. Bien entendu, les juges rendent des décisions différentes, ont un pouvoir discrétionnaire, mais ce qui nous inquiète, c'est lorsqu'on voit des schémas, des décisions pour lesquelles les schémas reproduisent les sous-groupes démographiques. On ne souhaite pas que certains groupes sociaux soient systématiquement défavorisés, que le système leur soit préjudiciable de manière systématique. Et ce n'est guère supprimant, les mêmes résultats sont constatés en présentiel. Cela dit, lorsque les mêmes affaires sont traitées en ligne, ces disparités se sont estompées. Bon, encore une fois, il n'y a pas d'image, on ne voit pas les visages des parties, les observations peuvent être présentées de manière asynchrone. Un aspect de l'équité, l'accès c'est assez facile, l'efficacité aussi, on s'attend à ce que l'efficacité augmente, l'accès s'améliore grâce aux procédures en ligne. Mais on s'intéresse évidemment avant tout aussi à l'équité, le caractère équitable de la procédure qui est fondamental aux yeux des parties, est un facteur décisif pour la légitimité, le principal élément qui influence sur le sentiment même d'équité. Alors, qu'en est-il du contexte en ligne? Alors, on a donc utilisé ce modèle avec succès. Bon, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails, mais je peux toujours répondre à vos questions. Nous avons constaté par ailleurs qu'à l'aune d'un autre critère que nous avons introduit, comment est-ce que l'accès à la justice est perçu? Eh bien, c'est un élément qui permet de prévoir la légitimité, et c'est d'ailleurs particulièrement décisif pour les personnes à faible revenu. Cela a une grande influence sur la manière dont ils ou elles perçoivent la légitimité. Puis la deuxième phase,
l'ère du Covid. Du jour au lendemain, les tribunaux ont dû changer complètement leur méthode de travail grâce à l'ODR, mais on ne pouvait pas non plus les généraliser. Du jour au lendemain, presque, les juridictions ont adopté la visioconférence et nous en avons discuté peu. La principale motivation, c'était de pouvoir encore fonctionner, survivre, pourquoi pas l'efficacité aussi, mais surtout que la justice puisse encore être rendue. Et alors, dans certains cas, en tout cas, on a pu constater, notamment pour les parties ayant moins de moyens, étant moins autonomes, l'accès était particulièrement difficile. Le nombre de participants a augmenté, mais lorsqu'on s'est intéressé de plus près à l'accès à la réelle participation, eh bien, les parties ayant peu de moyens étaient défavorisées. La connexion était moins bonne ou alors se connectaient dans une petite pièce où on voyait le linge sale, des pièces exiguës. Ce sont des facteurs qui peuvent avoir un impact, quand bien même on ne peut pas vraiment en tenir compte sur le plan de la méthodologie, mais des études antérieures concernant la visio avaient déjà soulevé ces questions. Bon, il faut que j'accélère un peu. En même temps, nous avons aussi, nous sommes parvenus à des constats prometteurs pour certaines personnes. Dans certains contextes, c'est tout à fait viable. Et il y a aussi eu un effet positif, une plus grande égalité de traitement. Certaines parties ont pu bénéficier de ces nouveaux moyens. Alors, donc nous avons là d'une part l'ODR et d'autre part les procédures à distance qui ne sont pas radicalement différentes. Mais voilà, les choses ont évolué ainsi en raison du Covid. Donc on peut réfléchir à nouveau à nos objectifs et on s'intéresse toujours à l'accès à la justice procédurale et à la justice matérielle. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? La motivation a toute son importance, la conception aussi et le contexte a toute son importance. Donc il faut garder ces composantes à l'esprit dans la conception de nouveaux mécanismes. Motivation, conception. Et quels sont les défis qu'il nous faudra encore relever? Il faut vraiment qu'il y ait des recherches suffisantes, des études suffisantes qui soient menées. C'est toujours une gageure. Il faut tirer les leçons de notre expérience et après attirer les utilisateurs. Lorsque c'est facultatif et non pas obligatoire, ça peut être beaucoup plus difficile. Et alors, la troisième phase, la troisième ère qui s'ouvre devant nous, donc c'est l'avenir en introduisant l'IA. Et il faut se poser les mêmes questions, l'impact sur l'accès à la justice, sur la manière dont les gens perçoivent l'équité et l'impact sur la justice matérielle. Un très grand merci. C'est moi qui vous remercie. Pour en revenir à votre définition, je proposerai une autre définition. Pour paraphraser John Lennon, l'ODR, c'est ce qui se passe lorsqu'on est occupé à faire autre chose ou à formuler d'autres projets. Venons-en maintenant à Marek Zwierzyński, professeur à l'université Cardinal Stefan Wyszyński en Pologne, professeur de droit, expert en technologie dans le domaine du droit, expert auprès du Conseil de l'Europe, qui a notamment collaboré avec le Comité européen dans la coopération judiciaire, ligne directrice sur les mécanismes de résolution en ligne dans les juridictions administratives notamment. La parole est à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité à participer à cette conférence. Que puis-je encore dire après une présentation aussi remarquable? Il ne me reste qu'une petite part très congrue. Je panique un peu parce que, en fait, voilà, il ne me reste plus qu'à parler des échecs. Mais qui souhaite s'exprimer au sujet des échecs? Je vais peut-être évoquer les échecs, mais commençons d'abord par mentionner un certain nombre d'instruments ayant une grande importance qui ont été élaborés par le Conseil de l'Europe. Et donc,
pour conclure, vous pourrez peut-être réfléchir lorsque vous êtes rentré chez vous et encore consulter ces documents. Point n'est besoin de les googler, comme Yannick l'avait proposé, car vous les trouvez facilement sur le site internet du Conseil de l'Europe. Je vais mentionner, envoyer principalement des lignes directrices sur l'ODR. Nous avons des lignes directrices accompagnées d'un exposé des motifs très étoffé, en expliquant les différentes formes d'ODR et leur impact sur la politique publique. Et en fait, ces textes n'ont pas été élaborés dans un vide juridique, mais se fondant sur une plateforme LITEC en Lituanie ou déjà un système de juridiction électronique qui existe depuis longtemps en Pologne. Donc nous avons pu nous inspirer de ces systèmes qui ont eu beaucoup de succès et qui ont instauré une bonne relation de confiance avec les justiciables. Et puis là, un projet plus récent concernant la cyberjustice et l'IA. Je vous remercie. Je remercie le Canada d'avoir conçu cette notion de cyberjustice et je crois que la CBEJ a eu une excellente idée de présenter ces données de manière très conviviale qui est tout à fait attrayante pour les lecteurs et cela peut servir de base à des études comparées. Quelques remarques au sujet de ces lignes directrices concernant l'ODR. L'objectif des lignes directrices, c'est d'essayer de traduire les principes de la CEDH, de les transposer dans ce domaine numérique. Je me réfère notamment à l'article 6 de la CEDH, en ce qui est de l'accès au tribunal et la manière dont nous interprétons l'accès au tribunal à l'aune de la jurisprudence. Ça, c'est essentiel. Et l'idée de base, la thèse fondamentale, c'est que l'ODR peut certainement favoriser l'accès au tribunal, mais seulement si un certain nombre de garanties sont respectées. Et la Cour définit les contours de ces garanties. Point n'est besoin de promouvoir l'ODR. Les États s'en chargent de les mettre en œuvre, mais de telles garanties sont vitales, notamment si on envisage le fait d'intégrer des composantes IA dans la manière dont la justice est rendue. Et cela passe par une transparence absolue. Et je pense que notre approche de l'ODR dans ces lignes directrices ressemble beaucoup à ce que vous nous avez déjà présenté. Quand on parle de ces questions, on pense notamment à la transformation numérique des tribunaux. Cela ne concerne pas l'arbitrage en ligne ou la médiation en ligne. Les États pourraient appliquer mutatis mutandis ces lignes directrices à l'ADR. Alors, quant aux initiatives plus récentes, l'idée principale, c'était de rassembler des informations concernant les outils numériques, les outils ODR, de les rassembler en une seule base de données, régulièrement actualisée, facile à consulter. À défaut, en fait, on trouve des informations éparses ici et là. C'est très difficile de trouver les informations qu'on recherche et cela correspond à une demande émanant des États membres du Conseil de l'Europe qui ont demandé à la CEPEJ de créer une telle base de données afin de pouvoir savoir quels sont les systèmes déjà opérationnels dans d'autres pays, quels systèmes sont fonctionnels, qu'est-ce qu'on peut copier ou reproduire, ou peut-être pas copier, mais une source d'inspiration en tout cas. Et ce centre de ressources a été créé au début de l'année seulement et nous avons déjà rassemblé 92 systèmes et nous avons encore 100 systèmes en attente qu'il nous faut encore réexaminer, vérifier. Bon, je vois que j'ai pas le temps de vous donner les détails au sujet de ces 92 systèmes.
Mais donc quelques brèves remarques au sujet de cette catégorie que l'on qualifie d'automatisé, l'ODR automatisé, lorsqu'une décision juridique est rendue de manière automatisée. Alors, outre le Canada, et encore bravo au Canada, et on a quelques informations liminaires au sujet des systèmes chinois, mais il y a quelques initiatives qui justement sont françaises. Une poignée d'initiatives déjà lancées en France. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ? Cette notion de robot juge, robot justice, avocat remplacé par des machines, tout cela n'est qu'un mythe, bien plus qu'une réalité. Les données n'étayent pas ce genre d'idées. Donc ne vous faites pas de soucis. Personne ne va être remplacé. Mais autre question, c'est l'évaluation, l'appréciation de ces systèmes par la CEPEJ. Pour l'heure, la CEPEJ ne souhaite pas entreprendre cette évaluation, mais il faut bien reconnaître que ce serait un prochain pas assez naturel qu'il y ait une telle évaluation. À mon avis personnel, ce serait conforme aux attentes des États membres de voir d'être sûr que ces systèmes répondent aux attentes et aux exigences en matière de procès équitable. Quelques conclusions, je ne peux que réitérer ce qui a déjà été dit. On a parlé de l'importance de l'accès, de l'efficacité. L'ODR permet un meilleur accès aux juridictions. Et je mentionnerai aussi les audiences à distance, en effet, les visioconférences, ça c'est formidable. Au sein de la CEPEJ, nous avons conçu aussi des lignes directrices distinctes au sujet des audiences à distance en nous inspirant de bonnes pratiques, pas seulement dans des pays européens, mais même au-delà des frontières européennes. Quelles leçons pouvons-nous tirer des succès et ensuite des échecs? Alors, une des leçons qu'on peut tirer du bon fonctionnement, du succès de ces deux systèmes, l'ITECO en Lituanie, un système qui existe déjà depuis 2005, donc ça fait presque 20 ans, et en Pologne, cette juridiction électronique à Lublin qui qui fonctionne, qui est opérationnel depuis 2010. Quelles sont les raisons d'être du succès de ces projets? Leur convivialité, certes, mais par ailleurs, le fait qu'il y a eu une bonne collaboration entre les avocats, d'une part, et les experts en informatique, d'autre part, et puis les juges eux-mêmes ont été impliqués dans la conception même de ces systèmes, de juges par défaut. Alors, les échecs, malheureusement, on peut faire état de deux gros échecs en Europe, dans le domaine public et dans le domaine privé. On pourrait parler de zombies ODR. Ce sont des plateformes qui... on a tenté de promouvoir leur résurrection à plusieurs reprises. Donc la Commission européenne avait créé un outil destiné aux consommateurs, un outil d'ODR destiné aux consommateurs, mais les consommateurs n'en ont même pas connaissance. Levez la main si vous connaissez la plateforme, si vous l'avez utilisée, mais ça m'étonnerait. Donc une plateforme qui n'a jamais été utilisée par les usagers, les entreprises. Ça, c'est donc un échec. Et puis Rechtvisor, un autre exemple d'échec. Je ne sais pas si nous avons un représentant des Pays-Bas parmi nous, mais je vois qu'on en est à la version 4.0 de ce système Rechtvisor qui a ressurgi plusieurs reprises. Bon, évidemment, un gros obstacle, c'était un financement insuffisant parce que cette transformation numérique est très onéreuse. Mais bon, il faut bien reconnaître que les justiciables, les gens ne souhaitent pas utiliser ces plateformes en ligne. C'était une plateforme destinée aux litiges concernant les baux, mais voilà, ça n'a jamais pris son envol. Donc là encore, il s'agit d'un échec.
Donc je dirais à titre provocateur que la leçon que l'on peut en tirer, c'est qu'il faut vraiment améliorer les fonctions essentielles du tribunal, employer les outils pour améliorer les capacités des tribunaux, pas pour essayer de sous-traiter ou d'externaliser la justice. Il ne s'agit pas de remplacer la justice, mais d'améliorer cette fonction, ces compétences. En qualité d'avocat, je suis très content parce que le Rechtweiser avait été présenté comme solution pour justement faire en sorte qu'on puisse avoir accès à des conseils génériques à titre quasi gratuit, ou en tout cas que les honoraires seraient beaucoup moins élevés. Un grand merci. J'espère que ces lignes directrices et notre centre de ressources vous seront utiles dans le cadre de votre travail. Merci. Oui, Merci beaucoup, Marek. J'espère pouvoir prendre des questions de la salle. S'il y en a. Et s'il n'y a pas de questions de la salle, j'ai une question d'ordre assez général pour l'ensemble des panélistes, et c'est la suivante. Si on reprend le principe de base, celui qui a conduit essentiellement toutes ces initiatives à se développer, la question essentielle de l'accès à la justice. Qu'est-ce que vous dites aux détracteurs de l'ODR en disant qu'on donne plus d'accès à moins de justice? C'est la critique qu'on peut entendre ça et là. Je vais commencer par Orna. J'ai cru entendre une amorce au sujet des, dans votre dessin au sujet des grey bars, les barreaux gris. Je crois que la réponse est la suivante. Si on donnait plus d'accès à moins de justice, je serais contre, tout simplement. La réponse est que la plupart de ces affirmations, ou tout au moins certaines, sont basées sur des données qui n'ont pas été collectées là où c'était pertinent. Comme je l'ai dit toujours, pour le règlement des conflits, que ce soit en ligne ou non, dans ce type de règlement, le contexte joue un rôle essentiel. On ne peut pas donner une réponse générale sans replacer les choses dans leur contexte. Donc, l'introduction d'une technologie ne peut pas en soi réduire la justice pour tout le monde. Peut-être dans un certain contexte, avec une certaine conception, on pourrait potentiellement améliorer à la fois l'accès et l'équité. Mais ailleurs, ce serait le contraire. À titre d'exemple, la technologie qui n'exige pas trop de conception au départ, comme la visioconférence. Même une technologie comme celle-là, lorsqu'elle a été utilisée dans des questions, dans des problèmes de propriétaires-locataires, les circonstances étaient les plus difficiles parce que les locataires ne pouvaient même pas être présents. Dès lors qu'ils ne peuvent pas payer le loyer, ils n'ont sûrement même pas le téléphone. Donc comment peuvent-ils se connecter par visioconférence à la procédure judiciaire? Donc il n'y avait ni accès ni justice pour ces locataires. Même à supposer qu'ils aient eu accès, ils n'avaient pas nécessairement justice. Et dans une autre affaire, et c'était présenté à la conférence, c'était présenté par ILF, il s'agissait ici d'un différend commercial, où il y avait une procédure vidéo et texte d'appel. C'était dans un conflit fiscal avec des compensations aux entreprises dans le cadre de la Covid. Eh bien là, la visio a marché formidablement bien. C'était pas toutes des grandes entreprises en plus. Parfois, c'était des toutes petites entreprises, masseurs, pas des méga entreprises particulièrement sophistiquées. Mais ça a extrêmement bien marché. Non seulement ça a bien fonctionné, nous nous sommes aussi aperçus que la visio était indispensable. À vrai dire, c'était basé sur des documents, ce n'est pas du pur ODR, mais en plus du texte, le fait de se voir a ajouté vraiment une couche de confiance et de neutralité. Donc le contexte, pour moi, c'est tout et on ne peut pas faire de généralisation. Alors, d'une perspective vraiment étroite, disons, d'avocat, peut-on dire que c'est très différent de ce que pourrait penser le justiciable, lui, à la différence de l'avocat. Ça me rappelle l'indice, où vous avez parlé du sens de l'accès à la justice.
Plonger ici, je pense que c'est quand même très important de comprendre les critiques qui sont formalisées envers l'ODR, notamment cette idée un petit peu solutionniste, techno-solutionniste, de dire que on va pouvoir, simplement, par l'intégration de la technologie, transformer le fonctionnement de la justice substantive. Et il y a deux critiques qui me semblent importantes. La première, c'est une rhétorique anti-avocat, c'est-à-dire le développement de ce type de plateforme vise à essayer de substituer la représentation par avocat par la représentation individuelle, et ça pourrait se traduire par un moins-disant au sens de la protection des droits, et donc une logique un peu néolibérale de dire arrêtons de financer l'accès aux avocats et l'accès aux cours, et plutôt investissons dans la technologie. Je pense que ce sont des critiques qui sont intéressantes, mais qui ne relèvent pas, ou en tout cas qui ne prennent pas en considération les modèles qui sont développés en matière d'ODR public, où on voit que c'est un arc de résolution de conflits qui passe de l'information jusqu'à la décision, et c'est-à-dire que l'intervention de la puissance publique, la décision d'un juge s'intègre dans ce continuum qui garantit normalement l'impartialité et les droits des parties. Et ce que je retiendrai, et c'est dans la foulée de ce que disait Orna, la standardisation ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas copier-coller un modèle qui a marché au Canada ou dans un domaine, dans un autre type de contentieux. C'est très important de voir que chaque résolution ou mécanisme de résolution de litige doit être ancré dans des pratiques, dans un contexte juridique ou institutionnel donné. Merci Valentin. And Marek, you were... Merci Valentin. Marek, vous vous êtes référé à l'idée de sous-traiter la justice, comme n'étant pas la voie à suivre. Est-ce que vous pouvez faire le lien avec l'accès à la justice? D'abord, j'aimerais répondre à votre toute première question. Plus d'accès, mais moins de justice. Il y a un proverbe qu'il vaut mieux être jeune, riche et en bonne santé que vieux, pauvre et malade. Mais on peut aussi avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, ici, on peut avoir plus d'accès et plus de justice, tout simplement en faisant les choses comme il se doit. Les mécanismes de l'intelligence artificielle peuvent réduire la charge administrative qui pèse sur les épaules des juges, les libérant ainsi, leur donnant plus de temps pour justement rendre la justice. Quant à la question de la sous-traitance, oui, il faut une certaine sous-traitance, mais ce qu'il faut, c'est surtout avoir une méthodologie du comment pour bien faire les choses. C'est pourquoi je considère que des outils comme les lignes directrices sur l'ODR permettent d'avoir justement une base méthodologique pour que les sous-traitants sachent quel est leur rôle, comment les systèmes doivent être conçus, justement. Et il y a deux concepts que j'aurais voulu aussi insérer dans la... Ah, vous m'aviez dit un. Bon, alors un seul. Bon, alors on va parler de pluralisme des processus. C'est pas seulement en ligne. On peut aussi avoir des processus mixtes. Eh bien, c'était extrêmement riche. Malheureusement, nous avons déjà dépassé de quelques minutes notre temps imparti et nous allons devoir clore notre atelier. Une petite annonce concernant la suite des réjouissances après le déjeuner. D'abord, nous allons avoir notre déjeuner, mais après la pause déjeuner, à 14h, à la reprise des travaux, nous retrouverons la plénière. Donc nous retournerons en salle G3, c'est la salle de ce matin, la salle de la première plénière. Donc il faudrait à 14h être dans la salle de ce matin pour la table ronde qui sera modérée par Emmanuel Netter. Le déjeuner aura lieu là où nous avons eu la pause précédente. J'aimerais vous inviter à remercier nos panélistes pour une discussion des plus fructueuses. Grazie.
necessarily what I wanted to say, but I think it's an important point. It's that what technology introduces also is the